Je sais pas ce que c'est la guerre d'Algérie. Non, j'ai pas appris en histoire. Durant mes années au lycée, au collège, j'ai quasiment pas étudié la guerre d'Algérie. J'y connais pas grand chose à part que ça s'est déroulé près des années 1962, il me semble, et ça a été que raconté par mon grand-père. Mon grand-père me parlait de son service durant l'armée, c'est son service militaire, qu'il avait été rapatrié en Allemagne et qu'il avait fini en prison en Allemagne. Moi, il m'a pas trop parlé des horreurs. On parle pas beaucoup de la guerre d'Algérie parce que c'est pas forcément une fierté pour nous les Français. Donc forcément, on la met pas au premier plan. On préfère parler d'autres guerres comme les guerres mondiales où on s'en est mieux sorti. Je m'appelle Pauline de l'Étoile, je suis en fac droit et concernant la guerre d'Algérie, je sais que les dates c'est 54-62 et que ça opposait des gens qui militaient pour l'indépendance de l'Algérie avec la France qui voulait garder l'Algérie. Après, dans les détails, sincèrement, on n'en parle pas beaucoup, même en classe on l'a pas étudié. Je sais juste qu'il y a un rapport avec Général de Gaulle, la 4e et 5e République. Mais c'est tout. La guerre d'Algérie, guerre de décolonisation, a éclaté en 1954 et s'est terminée en 1962. Elle s'est soldée par l'indépendance de l'Algérie, officialisée par les accords d'Évian. Mais, malgré sa proximité temporelle, les faits restent flous et très peu abordés par les témoins et par l'éducation. Cependant, une question subsiste. Comment les témoins de la guerre d'Algérie la racontent-ils ? Ben voilà, je m'appelle Roger Carillon, je suis né à Cambrai en 1933, j'étais sursitaire et en 1955 j'ai résilié mon sursis pour partir à l'armée. Incorporé dans le génie de l'air à Compiègne, j'y suis resté 6 mois et au mois de septembre, pour mon anniversaire, j'ai été muté en Algérie. J'ai été tiré au sort pour partir en Algérie de mon contingent. À Compiègne, il y a déjà eu un départ de volontaires, ils ont demandé des volontaires, ils en ont eu suffisamment. Et pour le second départ, c'était par tirage au sort. Je suis reparti de l'Algérie en fin 56. J'ai contracté là-bas un ictère infectieux. Je me suis payé un mois d'infirmerie. J'avais du riz le midi et des pâtes le soir. Le lendemain, ça changeait. C'était les pâtes le midi et le riz au soir. Pendant un mois, quand je suis revenu en France, j'avais décollé un sacré coup, j'avais plus que la peau sur les os. C'est comme ça que je suis revenu à Compiègne, au génie de l'air où j'étais avant. Bonjour, je m'appelle Émile Trouard, j'ai 78 ans et j'ai été soldat en Algérie de février 1961 à fin avril 1962. Donc j'ai fait 28 mois de service militaire. En quelle année je suis parti là-bas ? En 56. En 56. En 56, j'y suis resté 28 mois. Je suis revenu en tout et pour tout pour 19 jours. J'ai eu une permission de 19 jours, en 28 mois. Je suis rentré en 56, donc 56, 57, 58. Nous sommes descendus jusqu'à Marseille pour embarquer et bien sûr sur un bateau où nous étions en fond de cale, et des fonds de cale ultra puantes, puisque avant de venir nous chercher, ce bateau avait ramené un fond de cale de mouton. Mais le sol n'avait pas été nettoyé avant de nous embarquer. Ça, j'ai eu la chance de trouver une cabine à louer là-haut avec un marin, un officier. C'était le commissaire de bord qui louait sa cabine. Ils se sont fait du pognon, ces gens-là. Bon, enfin bref. Arrivé à Bonn au débarquement, accueilli par le capitaine Foulon, qui était déjà là. Capitaine Foulon m'a dit « Toi, je te prends avec moi à la section commandement ». Dans le génie de l'air, je pouvais leur être utile. Finalement, de Bonn, où nous sommes débarqués, je suis parti à la Régaïa avec un nommé Chabal. Vu sa bouche, je crois fort que c'est le père du rugbyman. Je suis donc parti en février 61 pour remplacer d'autres soldats qui avaient l'acquis, comme on disait. Et j'ai connu l'armistice en Algérie au mois de mars 1962. Donc mon séjour en Algérie n'a pas été une période de guerre, mais plus de pacification.
Les zouaves, c'est un corps d'armée. Comme les paras, comme les fantassins, comme les marins. Donc toi, tu faisais partie des zouaves. Voilà. Je faisais les... J'ai commencé par faire les ouvertures de voies sur la ligne Maurice. La ligne Maurice, c'était la voie ferrée qui était à l'est de l'Algérie, qui descendait jusque dans le sud pour remonter les pétroles, puis les minerais, puis les phosphates, les minerais de fer et tout ce qui se faisait dans le sud. Les pétroles, c'était remonté sur les ports Philippeville, Bonne, tout ça pour être expédié après. La moindre des choses, c'est de savoir ce qu'on va faire là-bas. Donc les classes, après les pelotons, après les stages de perfectionnement dans certaines disciplines. Il y a un minimum d'instruction avant d'être là-dessus, quoi. Et moi, je refaisais on était deux, on refaisait les plans et on faisait le projet de piste au mieux possible pour coller au terrain. Le génie de l'air en Algérie n'était pas une unité combattante. Nous avions bien sûr à faire quelques patrouilles dans les environs de notre base, puisque nous étions logés sur une base aérienne, mais c'est les aviateurs qui montaient la garde et qui faisaient les opérations lorsqu'il le fallait dans le coin. Mais c'était calme, c'était très calme. Nous étions au bord de la mer, donc le week-end, on allait se baigner, on était la fin bien quelque part. Je n'ai pas à dire, il n'y a pas eu... On a été attaqué une fois, mais ça a été très bref et il n'y a pas eu de victime ni d'un côté ni de l'autre. Le principal, c'était de bien nourrir les soldats. Et si bien que pendant un certain temps, on m'a donné une compagnie à nourrir, et après, on m'a donné 2 compagnies à nourrir. Donc au départ, j'avais 80 personnes à nourrir, et après, j'avais 150 personnes à nourrir. Donc en Algérie, en tant que fils d'agriculteur, j'ai été tout de suite demandé pour m'occuper de l'ordinaire. Le capitaine avait remarqué que les fils d'agriculteurs étaient des garçons à qui cela ne dérangeait pas de se lever tôt le matin. Et pour s'occuper de cuisine, il fallait être levé 1 heure plus tôt que les autres. Il fallait aussi travailler après le repas du soir pendant 1 heure, 1 heure et demie pour bien tout remettre en place. Donc j'ai appris ce métier que je ne connaissais pas, c'était de gérer l'intendance, d'aller acheter les denrées alimentaires, de tenir les comptes des cuisines pour que ne jamais que les dépenses soient plus importantes que les recettes. Nous avions à ce moment-là 3 francs 20 par jour et par soldat pour nourrir la compagnie. Et cela pouvait correspondre actuellement à peu près à 5 € par soldat et par jour. Alors sur la ligne Maurice, j'ai commencé par faire des ouvertures de voies. Alors les ouvertures de voies, c'est passer devant les trains pour voir si la voie est disponible, si c'est libre, s'il n'y a pas de mine. Bon, alors les ouvertures de voies, ça se faisait sur des véhicules particuliers, c'était les draisines ou les scootcars, c'était des véhicules blindés, des petits véhicules blindés qui étaient montés sur voie. J'étais dedans. Est-ce que tu as vécu des sabotages et des petites guérillas entre guillemets? Forcément, c'était quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien quand même, j'exagère, mais c'était quand même relativement souvent. Donc tu t'es déjà battu et que ouais. Quand tu es dans la bagarre, tu es dans la bagarre. Nous, étant donné qu'on était sur les voies, on était obligés d'être là. On ne pouvait pas se sauver. Hein. Alors le plus embêtant pour nous, c'était les mines. Parce qu'ils mettaient des mines sur les voies, puis on arrivait dessus, on sautait. Voilà, c'était grave. On essayait de les repérer. Il y avait quand même des gars qui savaient repérer où il y avait eu des travaux sur la voie, le bricolage sur la voie, et qui savaient trouver les mines. C'était une guerre, puisqu'on avait quand même des ennemis. Mais ce n'étaient pas des ennemis déclarés, qui étaient d'un côté et nous de l'autre, puis qu'on se fusillait allègrement comme ça. C'était toujours larvé, c'était des embuscades, des escarmouches, des attentats. Une embuscade, c'est qu'ils t'attendent quelque part. Ils ont préparé leur coup dans un endroit bien propice, comme dans
des gorges, dans des cols ou des trucs comme ça, ou des chemins creux, des chemins, tu vois, où ils ont bien préparé leur coup. Des escarmouches, c'est à l'occasion. Hein. Il y a un camion qui passe, il y a quelques gars qui sont là, paf, quelques coups de feu, puis hop, tout le monde est dispersé. Et tu t'es déjà retrouvé, toi, dans des trucs comme ça? Forcément, c'était courant. Il n'y a rien de plus exaltant que ça. C'est l'adrénaline qui fait ça. C'est, je sais pas, c'est excitant. Ça leur plaisait d'y aller, qu'ils y aillent. Moi, non, je n'avais pas du tout envie d'aller risquer ma peau. Ouais. J'ai participé à des recherches de mines avec le détecteur de mines sur une base aérienne à côté d'Alger. J'ai escorté un transport d'armes. On est allé chercher des armes pour les nouveaux venus. On partait le matin, réveil plus tôt que d'habitude, bardé de 8 grenades chacun autour du ceinturon. On ne savait pas du tout où on allait. On se posait bien des questions, mais comme mes collègues, on était armés d'APM, un pistolet mitrailleur. On s'en était servi une fois. Et quand je suis parti pour la première fois comme chef de patrouille, on m'a donné un pistolet. Un pistolet 9 mm, je ne sais même plus comment il s'appelait cet engin-là, mais je m'en étais jamais servi, je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Hein. Comme quoi, il y a eu aussi des conneries de la part de l'armée, mais je précise que nous n'étions pas une unité combattante. Hein. Quand je suis arrivé là-bas, je ne savais pas ce que c'était. Tu apprends ce que c'est que la discipline, tu apprends ce que c'est que de servir d'une arme, puis il y a tout un tas de choses qui sont quand même fondamentales. Hein. D'autant plus que là-bas, il faut partir du principe qu'on était quand même en guerre, qu'on pouvait pas faire n'importe quoi. Les petits gars qui sont troufions ici en ce moment, hein, ils font leur classe, ils apprennent plus ou moins bien le métier militaire, mais ils risquent pas grand-chose. Mais là-bas, si tu sais pas bien faire ce qu'on t'a appris ou ce qu'on a essayé de t'apprendre, tu tiens pas longtemps. Hein. Donc c'était quand même assez sérieux. On n'était pas protégé nulle part. J'ai fait pendant quelques temps, je ne sais plus exactement. Puis après, du fait que j'étais sur place, s'il y avait un besoin, hein, bon, il faut un chef de patrouille, tiens, de Bayeux. Ben, quand j'allais installer un poste, j'allais aux ateliers de la voie. Les ateliers de la voie, c'était comme si j'allais à la gare de Saint-Quentin, mais c'était pas une gare voyageur, c'était une grande gare avec plein de locomotives, plein de machines comme ça, avec des ouvriers qui réparaient, qui mettaient en service tout le Bataclan. C'était les gens qui s'occupaient du matériel roulant. C'était des civils. C'est des gens qui travaillaient là-bas, qui travaillaient le matin, qui repartaient le soir. C'était pas des militaires. Alors moi j'étais militaire détaché dans un truc comme ça parce que c'était du matériel militaire. Moi j'ai installé le matériel parce que c'était du matériel militaire. Hein. Puis il fallait quand même savoir s'en occuper, le mettre en service. Puis il fallait savoir monter les antennes, monter les antiparasitages et tout le bazar. Et on m'a enseigné qu'un zouave ne craint pas la mort. Parce qu'on a toujours été exposés. Les parachutistes, par exemple, ils avaient des missions assez nerveuses, hein, puisqu'ils étaient parachutés sur un site, ça pétait tout de suite. Hein, mais ça n'était que ponctuel. Puis ça n'était que ponctuel. C'était une opération, comme ça, un jour. Oui. Mais ça ne se reproduisait pas. Tandis que nous, c'était permanent. Tous les jours, il y avait des trains qui remontaient avec du pétrole, avec du minerai, avec du phosphate. Alors tous les jours, il fallait que ça passe. Quand je dis que j'étais plus un élément de pacification, c'est que j'avais d'assez bonnes relations avec tous les musulmans et j'ai jamais fait de différence entre les musulmans et les Français. Alors que personnellement, quand j'allais chercher ma nourriture à Bonn pour nourrir la compagnie, j'ai toujours très sympathisé avec les commerçants, avec les musulmans. Je donnais des tartines de pain aux tout petits musulmans qui venaient derrière mon camion. Je leur donnais une tartine de pain avec un morceau de fromage. Et j'étais envahi par tous les gamins qui me couraient après pour avoir de la nourriture.
les pieds noirs qui étaient là-bas n'étaient pas du tout sympas avec les Algériens. Ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas la même religion, c'était un peuple à part. Ouais. C'est un peuple différent qui vaut bien le nôtre. La colonisation de l'Algérie, ça a été fait dans un but humanitaire pour certains, parce qu'il y avait des gens qui disaient bon, allons aider ces gens-là à vivre plus normalement. Ils étaient quand même nettement inférieurs en évolution sociale. Alors il y a des gens qui ont fait ça dans un but humanitaire, d'autres qui l'ont fait parce qu'ils ont dit il y a du pognon à gagner, allons-y. J'ai eu l'occasion de connaître les gens de là-bas, les gens du cru, les pieds noirs comme ils disaient. Je les ai connus parce que j'ai travaillé avec eux, parce que j'ai été mangé chez eux. Alors je les connais. Enfin, je ne les connais pas tous, mais je connais la moyenne générale des gens qui travaillent là-bas. Ça me fait réagir quand j'entends les journalistes qui n'ont jamais rien connu, qui n'ont jamais rien vu, et qui disent ce qu'on leur dit de dire, qui disent que c'était des méchants, que c'était des mauvais, que c'était des esclavagistes, que c'était... Faut pas raconter de conneries. J'ai vu des soldats français, ils sont arrivés en Algérie, ils n'étaient pas du tout alcooliques, ils sont partis alcooliques, parce qu'ils se sont mis à boire de la bière. Les liens qui couchaient à côté de moi, ils se mettaient une bière sous son oreiller pour la nuit. Et moi, j'ai un joueur de foot à Bron, je l'ai vu partir en Algérie, il était mince comme tout, il est revenu des bedonnants rouges, il avait dû boire de l'alcool affreux. Je ne le connaissais pas. Puisque tu as vécu des sabotages et des petites guérillas, entre guillemets. Forcément, c'était quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien quand même, j'exagère, mais c'était quand même relativement souvent. Donc tu t'es déjà battu et que C'est... Quand tu es dans la bagarre, tu es dans la bagarre. Que nous, étant donné qu'on était sur les voies, on était obligés d'être là. On ne pouvait pas se sauver. Alors le plus embêtant pour nous, c'était les mines. Parce qu'ils mettaient des mines sur les voies, puis on arrivait dessus, on sautait. Alors là, c'était grave. On essayait de les repérer. Il y avait quand même des gars, comme par exemple l'auteur du bouquin, c'était un gars qui était vraiment bon pour ça, puis qui savait repérer où il y avait eu des travaux sur la voie, le bricolage sur la voie, et qui savait trouver les mines. On avançait lentement. On était quand même suivi par un train. Juste derrière, non, mais pas loin. Donc, puis quelquefois, il fallait quand même se dépêcher, quoi. Moi, j'ai fait ça pendant un moment. A priori, c'était pas pour se battre, c'était pour permettre au train de circuler. T'es obligé de te battre parce qu'il y avait des escarmouches, parce qu'il y avait des embuscades, parce qu'il y avait des mines, parce qu'il y avait des gens qui essayaient de nous empêcher de passer, quoi. Donc, j'étais appelé. Il y avait des parasites dans le poste. Donc, il fallait monter un système d'antiparasitage. Et ça, il fallait savoir le faire. On avait des relations, c'était pas pour écouter Radio Luxembourg, c'est parce qu'on avait besoin d'avoir des relations avec les copains qui étaient sur des postes fixes le long de la voie, ou bien Constantine, au PC. On était sur une fréquence bien déterminée, avec laquelle on trafiquait normalement. Nous étions chargés de conduire avec le camion des parachutistes ou des chasseurs alpins sur le terrain pour chasser les ennemis. Donc j'ai connu des parachutistes engagés qui m'apparaissaient comme sanguinaires parce qu'ayant déjà reçu étant déjà tombés dans une embuscade où ils ont eu des copains qui avaient été tués, ils n'hésitaient pas à tuer sans même voir si c'était vraiment des ennemis en face d'eux. Un peu comme actuellement en Syrie, où pour tuer les ennemis du Daesh, on tire sur l'ensemble, on envoie des bombes dans les villages où il y a beaucoup d'innocents qui meurent. Par exemple, tu vois là, tu parles des tortures. Parce qu'il fallait des renseignements, parce qu'il fallait... Si on n'avait pas ces renseignements-là, on risquait de voir les copains sauter le lendemain. Et c'était pareil dans le camp adverse?
Ben non, parce qu'eux, ils n'avaient pas de raison. Alors quand ils torturaient des soldats qu'ils avaient fait prisonnier comme ça, eux, c'était par sadisme. Ils n'avaient pas de raison, eux, ils n'avaient pas besoin. C'était du sadisme. Non, je suis resté un an en Algérie, nous n'étions pas informés de ce qui se passait dans les djebels et au cœur du pays. Et je me dis que finalement, je suis allé en Algérie, oui, mais j'ai eu la chance d'en revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 30 000 qui sont restés là-bas. En France, ils entendaient à la radio ce qu'on voulait bien leur dire. Non, on ne savait pas. On partait en Algérie, on s'éloignait de la France, bien sûr, mais on ne savait pas du tout, on n'était pas informé de ce qui se passait réellement là-bas. On savait qu'il y avait, on ne peut pas dire une guerre, un conflit, mais même après, là-bas, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Il y avait un journal qui s'appelait Le Bled, il était bien épluché avant, hein, et il ne pouvait pas nous dire non plus la vérité. Dire la vérité, c'était sabrer le moral. Non. Tu savais pas du tout ce qui se passait en Algérie? Non. Ce qui se passait, si, on avait quand même une petite idée de ce qui se passait. Et puis qu'on en parlait tous les jours ici, quand même. Hein. Non, quand je suis rentré d'Algérie, ben, on n'en parlait pas trop. Et on ne parle plus dans la vie courante, on ne parle plus de la guerre d'Algérie. C'est passé dans la boîte à oubli, de même que la guerre d'Indochine, on n'en parle plus du tout. Et il y en a beaucoup aussi qui sont restés au tapis. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Tu sais, ce n'est pas toujours bon de remuer les vieux souvenirs. Il n'y a pas des vieux souvenirs, excusez-moi, je me suis trompé là. Les mauvais souvenirs. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est bien qu'on veuille en reparler et que nous, on essaye justement de ressortir un peu cette guerre de la face cachée de notre histoire? Il n'y a pas de raison de la cacher. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est le contexte entre la France et l'Algérie de maintenant. On n'est pas... On ne veut pas avoir l'air d'avoir fait ça, puis eux non plus. Il y a encore trop d'intérêt entre les deux. Il paraît qu'on a gagné les deux premières. Hein? Il paraît qu'on a gagné les deux premières, 14 puis 40. Mais l'Algérie... L'Algérie, on l'a-t-il gagné? Ben non. Il y a eu plein de promesses politiques qui n'ont pas été tenues. Ils ont donné l'indépendance. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup moins. Il est peut-être encore un peu tôt. Il faut du temps. Le temps. À tous les gens qui ne sont pas revenus en France, tous les gens, les colons qui habitaient là-bas, ils ne sont pas encore prêts à accepter qu'on en parle. Maintenant, je ne suis pas persuadé que vous aurez un impact, parce que il y a trop de gens, il y a trop de personnes qui veulent justement le cacher.